L'économie sociale et solidaire. Donc ce serait une économie portée sur le social. Après, solidaire. Attendez, je vais trouver une réponse. Selon le ministère de l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Bonjour, nous sommes le 23 novembre 2024 et je me trouve à Metz, au stade Saint-Séphrien pour la journée Grand Est des associations. Je retrouve Zakaria Bacha du COJEP, l'association Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, une asso basée à Metz. Bonjour Zakaria. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Zakaria, je travaille pour le COJEP, Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire. Je travaille au sein de cette structure depuis 3 ans sur des missions que j'aime beaucoup. J'ai toujours été passionné par la vie associative, donc je me suis engagé très très jeune dans une asso et j'ai même été fondateur d'une association très jeune. J'ai essayé après d'allier un peu mes études par rapport à cette passion pour l'engagement. Donc moi j'ai fait une licence de sociologie que j'ai adorée. Ouais, ça m'a vraiment permis d'apprendre plein de choses sur les êtres humains qui sont fascinants. Et ensuite je me suis un petit peu spécialisé dans la médiation culturelle, principalement dans les quartiers prioritaires, en me demandant comment on fait pour rendre la culture accessible aux habitants des quartiers prioritaires. Donc pendant longtemps j'ai travaillé en utilisant des supports comme le théâtre, la vidéo ou encore la radio. Et depuis 3 ans, j'ai rejoint l'équipe du COJEP sur des missions autour de la participation citoyenne. Donc tu étais engagé dans une association très jeune, c'était une association étudiante ? Alors non, en fait au départ j'ai fondé une compagnie de théâtre qui était rattachée au centre social et au fur et à mesure on avait un petit peu besoin d'indépendance. On s'est monté en association et de la compagnie de théâtre au départ c'était uniquement pouvoir écrire et jouer et au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accès à la culture, donc on s'est formé, on a mis en place des ateliers. Du théâtre on est allé doucement vers l'écriture, vers la musique, vers la vidéo, vraiment tout type d'art et d'outils d'expression. Et aujourd'hui, tu travailles au COJEP, Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire. Est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Alors le COJEP c'est une vieille association messine qui a été fondée dans les années 60 et qui a un petit peu la particularité de regrouper plusieurs autres structures. Donc parmi nos membres on va retrouver des MJC, des fédérations de centres sociaux, d'autres associations. Elle a été créée un petit peu pour faire émaner des réflexions autour de l'éducation populaire et on essaye toujours de pousser cette réflexion sur d'une manière générale l'éduc-pop, mais aussi d'autres sujets qui nous tiennent à cœur comme par exemple la participation citoyenne qui est l'objet de mon travail. Donc cette association fédère des associations de jeunesse et porte des projets plutôt d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler des différents projets que vous portez ? Alors nous au sein du COJEP on porte plusieurs dispositifs. Alors moi j'ai des collègues qui sont sur un dispositif qui s'appelle par exemple le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui permet à la fois aux associations ou aux structures de l'économie sociale et solidaire qui veulent un peu pérenniser des emplois ou stabiliser leur vie associative, de bénéficier d'un accompagnement, trouver des financements pour des difficultés sur leur communication, sur la gouvernance, sur plein de sujets de la vie associative. Voilà, ils font ensemble un diagnostic pour voir sur quoi ils peuvent être accompagnés. C'est un dispositif qui aide vraiment les assos à se structurer et à pérenniser des emplois. Et moi, je suis sur un autre volet qui est donc la participation citoyenne. Et on a 2 dispositifs. Alors le premier, c'est les conseils citoyens. C'est des instances de démocratie participative obligatoires depuis 2014 dans les quartiers prioritaires. Alors les quartiers prioritaires, c'est un peu un découpage géographique mis en place par l'État avec pour critère principal le revenu par habitant. Donc l'État s'est dit à un moment donné, il y a des endroits où il y a plus de pauvreté qu'ailleurs, il y a plus de difficultés qu'ailleurs. Donc on va essayer de rééquilibrer les choses en donnant un peu plus de moyens. Et donc depuis 2014, les quartiers prioritaires doivent avoir un conseil citoyen où les habitants peuvent venir faire remonter des idées
ou des difficultés qu'ils retrouvent dans le quartier, et aussi réfléchir à comment améliorer la vie du quartier. Et cette instance-là, elle est associée à la réflexion des enjeux du quartier. Par exemple, lorsque dans un quartier prioritaire, il y a un projet de rénovation urbaine, les habitants du conseil citoyen sont sollicités, on leur demande leur avis sur les grands projets. Donc voilà, nous on accompagne ça sur les quartiers prioritaires messins. Ça fonctionne plutôt bien, on est satisfait. Et il y a un autre dispositif qu'on porte qui est également un peu complémentaire des conseils citoyens qui s'appelle le fonds de participation des habitants. Donc ça permet aux habitants des quartiers prioritaires qui ont des idées de projets d'avoir un accompagnement et une enveloppe budgétaire qui peut aller jusqu'à 750 €. Et on accompagne tout type de projet. On a eu des habitants sur un quartier qui voulaient un petit peu valoriser le quartier et créer une expo photo. On a accompagné des jeunes qui voulaient faire un tournoi de foot interquartier. On a accompagné des dames qui voulaient créer un conte de la Saint-Nicolas. Donc ça prend vraiment plusieurs formes et c'est vraiment facile à déployer. Voilà, c'est des outils vraiment efficaces et ça permet aux habitants d'être vraiment acteurs dans le quartier et de créer des choses qui ont de l'utilité, on va dire. Ces conseils citoyens, donc obligatoires depuis 2014, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est chaque ville qui va décider comment le conseil va fonctionner ? Et vous, concrètement, un conseil, ça se passe comment quand vous l'animez ? Alors la particularité d'un conseil citoyen, en fait c'est une instance qui est indépendante. Donc dans le conseil citoyen, il n'y aura pas d'élus par exemple, à moins que les conseils citoyens décident d'inviter des élus pour aborder des sujets. L'instance elle est composée à la fois d'habitants et d'acteurs locaux. Donc dans les acteurs locaux, on peut retrouver à la fois des associations ou des commerçants par exemple qui viennent du quartier. Et alors au départ, lorsque la loi elle a été lancée, ça se faisait par tirage au sort. À la préfecture, on prenait les habitants du quartier, on faisait un tirage au sort et on allait les voir en leur disant voilà, vous avez été tiré au sort, est-ce que vous voulez faire partie du conseil citoyen ? C'était une méthode qui pas vraiment fonctionné, donc on est plus allé sur du volontariat. Donc on a fait un premier travail de porte à porte où on allait voir tous les habitants des quartiers en leur disant voilà, il y a une instance qui vient de se créer, qui est indépendante et qui permet aux habitants de venir s'exprimer, de faire remonter des problématiques et de travailler sur des idées de projets. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que la composition elle se fait. Et sinon voilà, généralement on a une réunion par mois avec un ordre du jour. On a une partie qui s'appelle un peu la météo du quartier, où les habitants vont un peu dire comment ça se passe en ce moment dans le quartier. Alors souvent, on peut faire remonter des problématiques en fonction des quartiers. Le but, ça va être aussi de trouver des solutions ou alors des réponses. Des fois, les habitants, ils ont des questions par rapport à des enjeux de sécurité, par exemple. Par exemple, dans un quartier, les habitants qui nous disaient on a l'impression de ne pas assez voir la police. Nous, on a commencé à entreprendre un travail avec eux sur la question de la sécurité. Donc, on a fait par exemple une visite de l'hôtel de police municipale et les policiers, par exemple, ont expliqué un petit peu leur rôle, leur mission, leur distinction entre la police municipale et police nationale, le périmètre d'action, comment ils interviennent, pourquoi ils ne peuvent pas être là à certains moments. Et voilà, c'est un peu un travail qui permet de dialoguer et d'avoir un peu des débuts de réponse. Et ça, on le fait sur tout type de questionnements qu'ils peuvent avoir. La semaine dernière, on a visité le centre de valorisation des tris où voilà, les habitants, des fois, ils se posent des questions. Voilà, et ils nous disent, on nous demande de trier, mais à quoi ça sert finalement ? Et les agents nous ont expliqué, voilà, votre poubelle, quand elle arrive, voilà ce qui se passe, voilà comment c'est valorisé, voilà ce que ça devient et pourquoi c'est important de le faire. Mais en fait, les réunions, elles se ressemblent jamais parce que c'est les habitants qui sont moteurs et qui proposent et qui discutent. On essaye de sortir un petit peu de la problématique individuelle. Donc un habitant qui va avoir un problème individuel, par exemple dans son logement ou quelque chose comme ça, on va essayer de traiter le sujet hors conseil citoyen. Nous, le but, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de penser un petit peu collectif. Et en dehors des réunions, on a des temps... on va dire moins solennel où on peut se rencontrer, juste discuter, boire un café, faire des visites de lieux culturels, des choses comme ça, voilà, pour vraiment créer du lien. À Metz, tu me disais qu'il y a 6 quartiers classés quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc il y a un conseil par quartier ? C'est ça, voilà, il y a un conseil citoyen par quartier qui se réunit une fois par mois. Les dynamiques, elles sont vraiment différentes. Les quartiers, finalement, ils sont très très différents. On a des quartiers qui sont un petit peu à taille humaine. Il n'y a pas de grands ensembles. Tous les habitants se connaissent. Donc c'est
plus facile pour créer une dynamique et des projets. Et il y a des quartiers, je pense par exemple, nous on a un quartier de Borny, c'est une ville dans la ville, quoi. C'est tellement grand, tellement vaste, que même dans le quartier, il y a des secteurs qui font que les habitants ne vont pas dans tout le quartier. Les dynamiques, elles vont être différentes. Et les habitants aussi, en fonction de la situation du quartier, et on peut le comprendre, on a des quartiers, par exemple, on peut retrouver un certain nombre de problématiques sur la sécurité ou le cadre de vie, et ça peut être plus compliqué pour eux, en conseil citoyen, par exemple, de travailler sur des projets, parce que la priorité, c'est de régler des gros problèmes du quartier. Et ces conseils citoyens, ils sont organisés par qui? C'est des associations pour chaque conseil ou c'est vous qui gérez tous les conseils? Ouais, en fait, c'est nous qui animons les conseils citoyens. Voilà, on coordonne et on accompagne, mais en fait, on parle pas à la place du conseil. On essaye d'être le plus neutre possible et de faire vraiment le lien entre le conseil et les institutions, par exemple. Voilà, nous on accompagne la dynamique, mais c'est chaque conseil, c'est les habitants qui vont proposer, qui vont faire, etc., etc. À Mulhouse, par exemple, ces conseils citoyens sont aussi présents dans les quartiers prioritaires, mais par contre, c'est la ville qui organise. Donc il y a des chefs de projet politiques de la ville qui vont se charger de l'organisation et de l'animation de ces conseils citoyens, une fois par mois, comme à Metz. Qu'est-ce que tu penses de cette organisation municipale vs association? Ouais, alors il me semble que tu parles plutôt toi des conseils de quartier. Le découpage il peut être plus large et ça émane directement de la ville comme tu as dit. Et, à Mulhouse, ils ont en fait fusionné les deux. Ouais, en fait, ouais, c'est assez récent. En fait, voilà, il y a une instance qui est obligatoire qui s'appelle le Conseil citoyen, mais depuis peu, en fait, les villes dans les quartiers prioritaires, elles doivent se doter d'une instance de démocratie participative qui peut être le Conseil citoyen ou alors un conseil de quartier un peu élargi. Donc, pour moi, toutes les instances où les habitants peuvent venir s'exprimer, faire remonter des choses, elles sont utiles, nécessaires. Et si on a plusieurs, tant mieux. Des fois, on a l'impression qu'il peut y avoir de la concurrence ou de la superposition. Moi, vraiment, plus il y aura d'instances où les gens peuvent venir s'exprimer, et mieux ce sera. Et souvent, on entend que participer, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui ressortent de la participation citoyenne au niveau local? Je peux l'entendre, en tout parce que souvent, quand un habitant fait remonter une difficulté ou une problématique, ou quand il va émettre une idée de projet, entre le moment où il va émettre ça et le temps de réalisation, c'est souvent très long. On a un temps administratif en France et dans les institutions qui est très très long. C'est pas inutile. Il y a des leviers d'action, il y a des choses qui changent parfois très lentement, parfois trop lentement malheureusement. Voilà, il faut se saisir de tous les moyens et se dire que voilà, les habitants du quartier, en fait, le quartier, c'est eux, il leur appartient et c'est important qu'ils viennent, surtout par exemple quand il y a un projet de renouvellement urbain, si les associations et les habitants ne viennent pas dire voilà, le quartier va se transformer, nous on a besoin de ça, nous on aimerait ça, nous on aimerait ça. On peut pas demander à un cabinet d'architectes basé à Paris de venir réfléchir sur un projet dans un quartier à Metz s'il n'associe pas les habitants. Je peux comprendre qu'on peut avoir le sentiment que ça peut être inutile, mais c'est très très utile. Pour compléter ces conseils citoyens, tu me parlais aussi du fonds de participation des habitants. Comment ça fonctionne ? Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner de projets qui ont été financés? Parmi les levées d'action qui permettent de changer un petit peu les choses, je trouve que le fonds de participation des habitants, c'est vraiment un outil génial parce que il est déployable très facilement. Nous, on a un fonds où on a un financement de l'État, la ville et des bailleurs sociaux. Et le but, ça va être d'accompagner des projets. Voilà, dès qu'un habitant d'un quartier prioritaire, il a une idée de projet qui se passe dans le quartier, qui améliore un peu le cadre de vie, qui apporte un plus dans le quartier. Voilà, nous, le but, c'est d'accompagner ce projet et ça prend vraiment différentes formes. L'année dernière, on avait des habitantes d'un quartier à Bellecroix qui nous ont dit on aimerait bien faire quelque chose pour la Saint-Nicolas. Là, ici, on est en Moselle, ça reste une fête importante. Elles ont un peu émis le souhait de créer un moment autour de la Saint-Nicolas pour réunir des enfants et des gens et partager un moment convivial. Et elles ont voulu créer un conte original. Donc elles ont fait un peu des ateliers d'écriture où elles ont écrit une histoire, elles l'ont illustrée et elles l'ont présentée devant le public. Et il y a eu un peu une distribution de cadeaux et c'était top. Voilà, c'est des projets un peu comme ça qu'on accompagne. Sur le quartier des Hautes-Vallières, il y a eu les habitants qui nous ont dit bah voilà,
Nous, notre quartier, on trouve qu'il y a beaucoup de verdure. C'est un quartier au milieu de la nature. On aimerait bien le valoriser avec une exposition photo et demander aux habitants qui veulent de nous envoyer des photos et de faire un petit concours photo. Voilà, on a créé une exposition avec des grands panneaux. Et l'expo, elle est un peu itinérante. Elle s'est installée à la mairie de quartier, au centre social, aux archives municipales. C'était un moyen un peu de valoriser le quartier. Des fois, on a des jeunes qui veulent organiser un tournoi de foot, un tournoi de basket. Donc, ça prend différentes formes. Et l'avantage, c'est qu'on le déploie facilement. C'est-à-dire que si, par exemple, un jeune dans une asso, il a une idée de projet, il va aller voir son animateur ou alors un éducateur. Si le projet il n'a pas été réfléchi 1 an à l'avance, il va dire c'est mort, on n'a pas les finances. Si tu veux, on rédige le projet, on va le déposer et peut-être dans 6 mois on va le faire. Mais un jeune ou même un habitant, il n'a pas le temps. Quand il a une idée, il veut faire tout de suite. Et nous, l'avantage du fonds de participation des habitants, c'est dès qu'un habitant vient nous voir, là par exemple, il y a la semaine dernière, il y a des habitantes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit voilà, nous pour la fin d'année, on veut faire quelque chose dans notre quartier pour les personnes isolées. On s'est rencontrés. On a rédigé le projet ensemble, on le dépose, voilà, en 2-3 jours, on a la réponse, on a l'argent directement, quoi. Alors, ça peut être individuel et collectif à partir du moment où il y a une dynamique d'ensemble et qui profite au quartier. Voilà, après, on reste sur du micro-projet, mais c'est vraiment top, quoi. Est-ce qu'il y a un montant maximum chaque année ? Ouais. En fait, on a une enveloppe à l'année globale et on essaye de répartir un petit peu par quartier qu'il y ait un équilibre. Pour changer de sujet, donc votre association s'appelle Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire. Donc on a beaucoup parlé de la participation citoyenne, mais où sont les jeunes ? C'est une très très bonne question que tu poses et c'est un constat que nous on s'est fait au sein des conseils citoyens. On s'est dit déjà, est-ce que les gens qui participent au conseil citoyen, ils sont représentatifs du quartier ? Alors la réponse est souvent non. On va retrouver dans les conseils citoyens souvent des gens qui ont le temps, des retraités, et leur vision du quartier, elle ne reflète pas forcément celle de l'ensemble du quartier, celle des travailleurs et celle des plus jeunes. Donc on essaye de plus en plus d'avoir des jeunes. La porte d'entrée, c'était un petit peu le fonds de participation des habitants et on s'est beaucoup rapproché des éducateurs et de la prévention spécialisée qui eux travaillent directement avec les jeunes et souvent les jeunes là ils vont voir leur éduc et ils disent nous on aimerait bien faire ça, et c'est comme ça qu'on a réussi à travailler sur 3-4 projets facilement et ces jeunes là dès qu'on a créé des projets avec eux on essaie d'aller plus loin, on leur dit voilà vous avez vu, vous avez fait le projet, si vous voulez nous on a une réunion par mois au conseil citoyen où vous pouvez venir et faire un peu remonter votre avis en tant que jeune qui habitait le quartier. Alors c'est compliqué parce que le format conseil citoyen, il plaît pas forcément aux jeunes. Et il plaît même pas forcément aux habitants lambda. Un habitant qui est habitué aux réunions et à la dynamique associative, il va s'y retrouver. C'est pour ça qu'on essaye de faire un peu évoluer la forme, ou en tout cas les moyens de recueillir la parole des habitants. Donc à côté des conseils citoyens, on fait généralement ce qu'on appelle des cafés citoyens. On en fait généralement 10 dans l'année. On va se mettre en extérieur dans le quartier. On organise une zone de gratuité avec une association locale. Donc elle va ramener des objets et les gens peuvent se servir. Il y a plusieurs assos avec nous et le but c'est que les gens viennent, passent un moment convivial et nous en même temps on prend un peu leurs idées. On va dire comment ça se passe dans le quartier, qu'est-ce que t'aimes bien, est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais améliorer. C'est pas forcément des gens qui vont venir au conseil citoyen, mais on arrive un peu à capter leurs paroles comme ça. Et aujourd'hui souvent, quand je me balade d'association en association pour faire comme aujourd'hui des présentations, on me dit oui, mais les jeunes ils s'engagent pas, pourquoi ils viennent pas faire du bénévolat ? Pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un problème dans l'engagement citoyen des jeunes aujourd'hui ou est-ce que le modèle associatif ne correspond plus aux envies des jeunes ? Moi je pense que c'est plutôt ça, il faut accepter que la société elle évolue, la jeunesse elle évolue, on peut plus avoir un engagement associatif aujourd'hui en 2025 comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans. C'est fini, il faut accepter aussi qu'il y a des nouveaux outils qui sont arrivés et qui prennent beaucoup de place pour les jeunes. Je pense aux réseaux sociaux, je pense au numérique. J'ai l'impression qu'on a des jeunes plus éclairés sur plein de sujets de société, sur
l'écologie, sur les discriminations, sur l'homophobie, sur plein de sujets comme ça, que j'avais pas forcément à leur âge, mais que derrière la dynamique associative, ou en tout cas l'engagement, il va être différent. Avoir des jeunes du mois de septembre jusqu'au mois de juin sur une asso, c'est devenu compliqué même pour un club de foot. Demander aux entraîneurs, ils ont du mal le samedi ou le dimanche à constituer une équipe parce que un jeune, des fois il veut venir, des fois il veut pas venir, et il y a de plus en plus de choses qui retiennent les jeunes. Un jeune maintenant, juste avec son smartphone et sa chambre, il a tout ce qu'il faut. Voilà, il peut être connecté, avoir des interactions, même si elles sont virtuelles. Il a suffisamment de choses qui font qu'il n'a plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et ça, faut le prendre en considération pour les assos. Faut se dire, voilà, il y a des jeunes qui ont un mode de vie qui est différent. Comment on va les chercher et se questionner? Parce que des fois, on a toujours l'impression que nous, on a raison. Et que si les jeunes ne viennent pas ou si les gens ne viennent pas, c'est de leur faute. Mais c'est aussi à nous de remettre en question notre activité, notre fonctionnement et de le faire évoluer. Je pense que le plus important avec les jeunes, c'est de ne pas venir avec quelque chose de déjà fait, mais de dire qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et viens, on le fait, quoi. Les rendre vraiment acteurs, quoi. Et pour ça, on peut par exemple s'appuyer sur l'éducation populaire, qui est aussi dans le nom de votre association, Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire. Déjà, l'éducation populaire, qu'est-ce que c'est? Et quelle est votre approche de l'éducation populaire? Quelles sont vos actions? Ouais, l'éducation populaire, en fait, c'est tout ce qui va se faire un petit peu en dehors de l'éducation traditionnelle qui peut être apportée par l'école par exemple ou les parents. C'est un peu les moments en dehors par le biais de la vie associative. On sait que pendant longtemps on disait souvent voilà les acteurs de socialisation. Alors la socialisation, c'est le fait pour un individu d'assimiler des codes et des actions pour faire partie d'une société. Donc la sociabilisation, elle se faisait par les parents, par l'école. La religion aussi, elle avait un rôle important. Et la société, elle s'est beaucoup transformée avec l'Église qui a pris de moins en moins de place jusqu'à quasiment disparaître dans la place de l'éducation des jeunes. L'école aussi. L'école, avant, on avait des instituts ou des instructeurs. Voilà, souvent, les parents, ils racontent leur époque, comment c'était, où les profs, ils les menaient un petit peu à la baguette. L'éducation nationale, elle a un rôle qui est différent. Et les familles aussi, elles se sont transformées. De plus en plus de familles monoparentales, des familles recomposées. Donc, ce qui fait que les jeunes, tout ce qui va se passer en dehors de la maison et de l'école, un peu à l'extérieur, ça va aussi jouer un rôle important. Et les associations, là, elles ont un rôle primordial. Moi, j'ai beaucoup croisé de jeunes en échec scolaire, en rupture familiale, qui ont trouvé dans des centres sociaux, dans des MJC, auprès des éducateurs de la prévention, un moyen d'avoir un peu le sourire et de retrouver un peu une vision pour l'avenir. Et ces gens-là, ils peuvent jouer un rôle important dans la vie des jeunes et des moins jeunes. Et du coup, l'éducation populaire, voilà, je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais on a des pays où la vie associative, etc., elle n'existe pas, où elle n'est pas accompagnée comme chez nous en France. Nous, en tout cas, elle a un rôle incroyable. On a beaucoup d'assos qui font un travail incroyable. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qui est fait, mais c'est essentiel dans l'accompagnement de la vie d'un jeune. Et même dans le monde du travail, c'est plus de 10% des emplois en France dans l'économie sociale et solidaire, qui est quand même un secteur énorme. Et donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'éducation populaire? Est-ce que tu as des exemples d'actions ou d'ateliers que vous organisez? Alors nous, on essaie de faire un petit déjeuner par trimestre autour d'une grande thématique qui concerne l'éducation populaire. Prochainement, on va aborder la question de la participation citoyenne. On va aborder la question du bénévolat. Prochainement, par exemple, le 9 décembre, on a un petit déj sur la laïcité. Et c'est des petits déj où on va réunir l'ensemble des acteurs associatifs de Moselle. Donc on invite vraiment tout le monde, sachant qu'en Moselle, on a des territoires vraiment différents. Par exemple, une MJC dans un quartier prioritaire et une MJC dans un milieu rural, elles ont forcément des choses similaires, mais aussi des choses éloignées, alors que c'est des MJC et elles peuvent des fois avoir les mêmes actions. On réunit également des conseils citoyens et on essaye un petit peu de réfléchir ensemble à la thématique. Et souvent, le petit-déj, il s'articule en deux parties. On a une première partie un petit peu théorique. Par exemple, le 9 décembre, sur la question de la laïcité, on s'est souvent rendu compte que les acteurs associatifs sur la question de la laïcité, ils sont pas assez outillés parce que
c'est une thématique qui est reprise par des politiques, par des médias et qui est souvent déformée. Et du coup, c'est un mot qui fait peur. Et finalement, la laïcité, elle garantit des droits, mais dans l'imaginaire collectif, et à cause de l'actu des politiques et des médias, on a l'impression que la laïcité, elle est plutôt restrictive. Elle est là pour nous enlever des libertés. Et du coup, l'idée de ce petit déj, c'est d'avoir une première partie avec une personne de la préfecture qui va revenir un petit peu sur les principes de la laïcité et son application dans le milieu associatif, mais pas en format conférence. Là, on fait vraiment une interview avec le public et les gens peuvent réagir, poser des questions. Et la deuxième partie, c'est un peu plus participatif. On va pousser la question de la laïcité, du vivre ensemble, et on a une association qui s'appelle Intemporel qui a travaillé sur un escape game qui aborde la laïcité sans vraiment aborder la question de la laïcité. Et le but, ça va être pour des gens d'être en groupe, d'avoir une énigme à résoudre ensemble. Donc voilà, ces petits déj-là, ils ont un petit peu ce format-là. On a une partie théorique avec un expert et une partie un peu en atelier, un peu participatif. Et à la fin, on essaie de se mettre des actions, des échéances. En tout cas, on fait du réseau. Souvent, dans la vie associative, on a une activité tellement dense qu'on a du mal des fois à se rencontrer. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion, mais elles sont pas assez nombreuses. Par exemple, le bâtiment où je travaille, qui s'appelle la Maison des Associations, où il y a une dizaine d'associations dans la maison, on se rend compte que des fois, on est chacun dans nos bureaux et on a peu d'interactions et on se croise pas assez. Et ces petits déj-là, en tout cas, c'est des moments importants pour cheminer sur l'éduc-pop d'une manière générale et des thématiques qui viennent un petit peu en dessous. Ça peut être l'accompagnement, les financements, la formation. On aborde vraiment plein de sujets. Et pour conclure notre entretien, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour toi, est-ce qu'il faudrait décloisonner les villes et réintroduire, ou introduire tout court d'ailleurs, plus de mixité au sein des villes et dans tous les quartiers ? Ouais, en fait, la mixité, elle doit être partout. On parle souvent de mixité ou de non-mixité pour pointer un quartier prioritaire. Mais quand tu vas dans des villes comme Neuilly-sur-Seine ou d'autres, où tu vas retrouver que des gens qui se ressemblent parce qu'ils sont du même milieu social, tu vas retrouver que des riches, entre guillemets, là on parlera pas de ghetto. On va jamais te dire Neuilly-sur-Seine c'est un ghetto. Dans les quartiers prioritaires, il y a eu politique pendant longtemps où il y a eu des gens qui se ressemblaient beaucoup. Et en fait, dans les programmes de renouvellement urbain, au-delà de l'aspect un petit peu d'architecture et de refaire le quartier, c'est comment la population rajoute plus de mixité. Donc souvent dans les programmes de renouvellement urbain, il y a une partie des habitants qui est relogée hors du quartier et on permet à d'autres personnes de venir. Et cette mixité-là, elle est essentielle, pour moi en tout cas, parce que souvent les barrières qu'on se met, elles sont mentales. Moi je vois par exemple à Metz, il y a des habitants qui habitent certains quartiers, ils sont à 5 minutes du centre-ville. Pour aller boire un café au centre-ville ou pour aller voir un spectacle au centre-ville, ils vont se l'interdire un petit peu. Ils vont se dire c'est pas pour moi. Voilà. Et c'est des barrières un petit peu psychologiques sur lesquelles il faut travailler. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, nous à Metz, il y a eu l'arrivée des transports en commun qui font que tous les quartiers sont plutôt bien desservis. Voilà, il y a des quartiers qui sont moins bien desservis que d'autres, mais dans l'ensemble, vraiment, moi j'ai ce regard-là parce que je viens d'un autre territoire et je me dis qu'ici c'est quand même du luxe par rapport à là d'où je viens. Et un habitant, en fait, il peut aller partout et c'est important en tout cas de décloisonner et donner le sentiment aux gens que avant d'être des habitants d'un quartier, c'est des habitants d'une ville. Voilà, ils peuvent circuler partout sans problème et aller à des activités dans d'autres quartiers, etc., etc. Et on espère plus tard même des citoyens de la France et des citoyens européens aussi. Complètement, ouais. Moi je dis toujours, je suis même citoyen du monde, au-delà même de l'Europe. On a ce luxe de pouvoir aller où on veut, parce que voilà, on a quand même un passeport français, voilà. Mais on sait qu'il y a certains pays où pour venir en France, il faut un visa ou pour aller ailleurs, voilà. C'est le cas pour de nombreux pays, malheureusement, voilà. On a un passeport qui nous permet de faire beaucoup de choses. Quand tu pousses la réflexion, tu te dis c'est quand même fou. On est tous des êtres humains et un être humain n'a pas le droit d'aller là où il veut. Et ça, c'est quelque chose qui est resté ancré dans notre tête et qui est devenu limite normal. Alors pour nous, ça va être bien parce que nous, on a le luxe de pouvoir aller où on veut. Mais quand tu te mets à la place d'un Péruvien ou d'un Palestinien qui peut même pas sortir de son pays, c'est quand même incroyable, quoi. Merci beaucoup, Zakaria Bacha.
donc de l'association Carrefour des organisations de jeunesse et d'éducation populaire que j'ai retrouvée aujourd'hui pour la journée Grand Est des associations et des bénévoles à Metz. Merci Lisa, bonne continuation à vous, c'est vraiment top ce que vous faites et longue vie à vous. Merci. L'économie sociale et solidaire. Donc ce serait une économie portée sur le social. Après, solidaire. Attendez, je vais trouver une réponse.